recule un petit peu parce que j'ai ma tête qui est ici. Et quand tu veux. Alors, un instant. Bienvenue Eric. Bonjour. Merci d'intervenir dans cette librairie. Bonjour à toutes et à tous. Alors Eric, avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, nous allons te présenter. Donc tu es intervenant à l'APM depuis 2002 ou 2003 ? 2003, le temps passe. 2003. C'est vrai que tu es un des anciens à l'image d'un Alain Simon ou d'un Philippe Van Den Bulck. Je salue. Alors tu as deux expertises dans le réseau, une sur Mozart et une sur Beethoven. Exact. Et aujourd'hui, tu es là pour ta deuxième publication. Tu as un premier ouvrage qui a été publié chez Fayard en 2017 sur la flûte enchantée. Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins pointu, mais dans le même domaine. C'est Leadership et musique aux éditions Mardaga, qu'on salue encore une fois, qui sont très présents dans notre réseau et qui publient énormément d'experts que nous avons reçus d'ailleurs. Alors Eric, ce qui est intéressant avant de parler de l'ouvrage et de ton travail, c'est de dire que tu as quand même une formation classique, tu es diplômé de Sciences Po, Exact. et que finalement, la musique, c'est quelque chose, c'est ta passion, et c'est quelque chose que tu as décidé de travailler, d'embrasser un petit peu plus tard. Donc, je te laisse nous parler de ton parcours, et puis après, on pourra intervenir sur l'ouvrage. Alors, il se trouve qu'à Sciences Po, j'avais suivi un séminaire optionnel sur l'histoire de la musique avec un ancien d'ailleurs de l'école qui s'appelait Jean-Michel Damian et qui était producteur sur France Musique. Et donc, j'avais déjà mis un premier pied dans la musique et déjà à l'école. Et puis après, bien sûr, je suis rentré dans un parcours classique donc de ressources humaines. Donc, j'ai travaillé dans des grandes entreprises. La première, c'était Schlumberger, donc en tant qu'assistant d'un DRH de la branche eau et gaz. Après, j'ai travaillé chez SPI Batignolles. Et puis après, je suis devenu DRH de Conforama, donc membre du comité de direction. Et j'étais arrivé à 40-45 ans dans ma zone de confort. Et je me disais que finalement, j'avais une grande passion pour la musique et que j'avais peut-être des choses à dire sur ce sujet et que j'avais peut-être aussi à apporter à des dirigeants d'entreprise, parce que c'est un monde que je connais bien, le monde de l'entreprise. Et j'ai malheureusement trop souvent constaté un manque d'écoute. Or, la musique, me semble-t-il, c'est vraiment l'art de l'écoute. C'est aussi l'art du temps, l'art de prendre le temps. Disait Hegel, c'est l'art de l'intériorité, c'est l'art de la subjectivité. Donc, il m'a semblé qu'il était possible et peut-être utile d'apporter à des chefs d'entreprise la possibilité d'entrer dans des grandes œuvres d'art, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout ne se vaut pas en art. La petite musique de nuit, par exemple, pour prendre Mozart, c'est absolument ravissant, mais ça n'a rien à voir en termes de complexité, en termes de profondeur, par rapport, par exemple, à Don Giovanni ou à la flûte enchantée, opéra pour lequel j'ai écrit un livre chez Fayard. Donc, tout ne se vaut pas, et une grande œuvre d'art, il y a une altérité, il y a parfois une difficulté pour y rentrer, mais on est récompensé au centuple. C'est-à-dire que ma thèse, la thèse du livre, c'est qu'une solide éducation esthétique, et là je reprends les idées de Schiller, donc c'est 18e siècle, Schiller considérait qu'effectivement l'éducation esthétique au sens large est un atout pour chacun d'entre nous, parce que ça embellit la vie, et puis surtout parce que l'art apprend à penser. C'est une source d'enseignement primordiale. Ça ne se contente pas de nous divertir, ça nous questionne sur nous-mêmes, et puis pour un chef d'entreprise, la musique par exemple, prenons un opéra, être capable de décoder un opéra, comme la flûte enchantée ou le Ring de Wagner, par exemple, eh bien, c'est entrer dans un univers complexe, c'est développer une pensée qui relie, c'est apprendre à observer, à décoder et surtout à écouter et à se mettre en empathie avec les personnages. Il y a une enquête qui est parue aux États-Unis, que je cite dans mon livre, qui démontre que les médecins qui sont des amateurs de littérature ou de musique ou d'art en général ont beaucoup plus d'écoute et d'empathie par rapport à leurs patients. Donc ça, c'est intéressant. Alors, contrairement à ce que tu fais dans le réseau, même si c'est quand même complémentaire, dans le réseau, tu nous fais vraiment une immersion dans des œuvres. Oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu croises finalement différentes écoles. On a notamment Edgar Morin qui est cité, tu croises la musique et la philosophie, tu parles du leadership. Exact. Donc, aujourd'hui, on va vraiment axer sur ça. Et ma première question, alors tu en es l'exemple, donc je pense qu'on a déjà un début de réponse, mais on va pouvoir l'approfondir un petit peu.
En quoi est-ce pertinent encore plus aujourd'hui qu'un dirigeant s'éveille à la culture? Alors à la culture en général, hein, je précise. Après, on reviendra sur la musique, notamment pour l'écoute. Mais en quoi est-ce vraiment pertinent? Et je précise le fond de ma pensée. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Je viens de traverser une crise. Je dois remettre mon entreprise sur pied et j'estime que je n'ai vraiment pas le temps de me consacrer à autre chose qu'à mes besoins opérationnels. En quoi est-ce vraiment utile de s'ouvrir à autre chose dans des périodes encore plus compliquées que d'habitude? Écoute, moi qui suis un ancien cycliste de compétition, je te dirais que, pour prendre cette métaphore, il y a les cyclistes qui l'hiver se contentent de faire du home trainer, donc de continuer en fait à faire du vélo. Et puis il y a ceux qui font du footing, ou qui font de la musculation, ou qui font de la natation. Et ils vont développer d'autres qualités musculaires, aérobie, etc. Donc je pense que l'œuvre d'art pour un chef d'entreprise, c'est pas ça qui va lui faire développer son résultat net. Il faut être très clair par rapport à ça. Mais par contre, l'œuvre d'art, et je ferai une distinction entre la culture et l'art. Parce que la culture, on ne sait plus trop ce qu'on y met, Oui. et c'est un phénomène collectif, et on est un peu passif, on subit la culture. Alors que l'art, elle nécessite une appropriation. Je décide de m'intéresser à une œuvre, je décide d'entrer dans un roman, je décide d'aller visiter un musée, etc. Donc, il y a un effort quelque part. Je parlais de l'altérité. Hein, il y a une volonté. Alors, pour répondre concrètement à ta question, l'œuvre d'art développe, enfin, la confrontation avec l'œuvre d'art, ou en tout cas l'entrée dans l'œuvre d'art, développe 4 qualités, me semble-t-il, qui sont très importantes. La première, c'est l'intelligence. Parce qu'une œuvre d'art, elle n'est pas là par hasard. Hein, elle est structurée. Si on prend une symphonie, par exemple, il y a une introduction, un développement avec 2 ou 3 thèmes, une réexposition, une coda, une conclusion. Tout ça est parfaitement ordonnancé depuis le XVIIe, hein, et tous les compositeurs s'y sont conformés. C'est pour ça que quand on entend une symphonie, on dit tiens, ce thème-là, j'ai déjà entendu. Ben oui, c'est la réexposition. Donc il y a l'intelligence qui est sollicitée, il y a bien entendu l'émotion, parce que la grande œuvre d'art en général, elle suscite une émotion, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la tristesse, hein. Ça peut être la joie, hein. Ça peut donner de la joie. L'œuvre d'art donne de l'énergie aussi, hein, pour répondre à ta question. Ça, c'est un élément clé. Le dirigeant, il a besoin d'énergie. Et quand on écoute une symphonie de Beethoven, qu'on n'a pas tellement le moral, ça redonne de l'énergie. Donc le troisième registre qui est sollicité, c'est l'intuition. Il ne faut pas le perdre de vue parce que l'intuition est souvent bonne conseillère. On peut très bien ne rien y connaître en art. Et quand on voit une belle toile de Raphaël ou de Botticelli, on se dit mais c'est un grand peintre. Ou quand on écoute un concerto pour piano de Mozart, on se dit c'est un grand compositeur. Donc l'intuition est très importante. Et puis aussi tous les sens. Dans l'œuvre d'art, tous les sens sont sollicités. La vue pour la peinture, les formes pour l'architecture et bien entendu l'ouïe. Hein, et la capacité aussi d'entrer dans les personnages. Hein. Un opéra, par exemple, ce sont des personnages qui vibrent sur la scène à travers des textes, mais aussi à travers la musique. Et donc, cette capacité qu'on a effectivement à entrer dans l'œuvre d'art, eh bien, elle va stimuler tous nos sens. Tous nos sens vont être en éveil. Et c'est pour ça que je prends la métaphore du cycliste, hein, qui va développer ses qualités. Et alors, quand on va être confronté à un univers complexe qui est celui de l'entreprise aujourd'hui, et plus que jamais, eh bien, on se sentira peut-être plus fort, hein, sans compter que l'œuvre d'art nous élève au-dessus de nous-mêmes. Hein. L'œuvre d'art nous questionne sur nous-mêmes. Hein. Elle nous renvoie à des choses essentielles. Donc, le dirigeant, par l'œuvre d'art, non seulement va prendre de l'énergie, il va y trouver du plaisir aussi, parce que la musique a cette vertu, hein, de relier 3 choses qui sont souvent distinctes dans la vie quotidienne. Hein. C'est l'attention, la concentration, ça demande de l'attention, de la concentration, la musique, un titre classique. Là, il y a aussi l'émotion et le plaisir. Les 3 sont reliés, alors que souvent, dans la vie quotidienne, ils sont séparés. Hein. Alors, c'est intéressant l'exemple que tu prenais du cycliste, et ça fait référence à ce que disait Bertrand Pullman récemment dans une ancienne librairie. Pour un dirigeant, donc, on comprend l'utilité. Nous, dans notre réseau, on vous fait intervenir pour faire progresser le dirigeant, le faire progresser dans son management. Oui. Est-ce que développer ses qualités, notamment à travers l'art, c'est utile en premier lieu pour le dirigeant, ou est-ce que c'est finalement utile pour ses équipes? C'est déjà utile pour l'homme, parce que le dirigeant, avant d'être un dirigeant, c'est un être humain. Hein. Merci de préciser. Donc, l'être humain va s'en trouver enrichi, densifié, avec plus d'énergie. Ensuite, pour ses équipes, quand on a une capacité effectivement à mieux écouter, à décoder une œuvre d'art complexe, parce que la flûte enchantée, par exemple, j'ai isolé 7 niveaux de lecture. Hein.
Donc, c'est une œuvre qui n'est pas forcément compliquée, mais qui est complexe. Il y a 7 portes d'entrée que j'ai isolées, j'en ai peut-être oublié. Donc, quand on a cette capacité, et c'est pour ça que j'étais Edgar Morin, c'est-à-dire moins de prose, plus de poésie. Donc, ok, la prose, c'est tout ce qu'on est obligé de faire. La poésie, c'est tout ce qui donne, qui embellit la vie, qui enrichit la vie. Il y a la technique et voilà. l'intention. Ou James March, que je cite dans le livre Professeur de leadership à Stanford, qui dit aux dirigeants, aux futurs dirigeants, soyez à la fois plombier et poète. C'est-à-dire plombier, aller dans l'infini du détail. Moi, j'ai été DRH de Conforama et je peux te dire que mon souci, c'était le manutentionnaire qui servait le client en dernier, donc la dernière image que le client avait de l'entreprise. Donc celui-là, je le soignais particulièrement. La force d'une chaîne, c'est son maillon le plus faible, d'accord ? Et en même temps, poète, c'est-à-dire avoir une vision et un discours, un récit qui soit mobilisant, qui soit exaltant et qui puisse donner à chacun la possibilité de donner le meilleur de lui. Alors, on a bien entendu ça. Moi, je veux revenir aussi sur le sous-titre. Oui. Où tu dis l'éducation esthétique au service de la performance. Alors, je fais un parallèle qui n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, je te l'expose. Il me semble, il y a encore longtemps, quand on choisissait ses études, les littéraires, donc tout ce qui a trait à ce genre de choses, on ne les imaginait pas forcément très performants à l'école dans le sens résultats, longues études, dirigeants d'entreprise, ce genre de choses. J'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu associes esthétique, éducation esthétique à performance, quand dans l'imaginaire populaire, on se dit le beau, c'est pour flâner, c'est pour réfléchir, c'est pour se poser, mais il n'y a pas forcément cette notion de performance qui est associée à l'esthétisme généralement. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi finalement c'est compatible, performance, mais en même temps, éducation culturelle, éducation artistique. J'aimerais bien qu'on parle de cette notion-là, puisque les dirigeants, au-delà de s'élever en tant qu'hommes, au-delà d'être de bons managers, ils ont quand même besoin d'être performants. Absolument, mais la performance n'exclut pas, j'allais dire, l'humanisme. Au contraire, on peut être très exigeant dans une entreprise et en même temps avoir un très haut niveau d'écoute et un très haut niveau de valorisation des individus. Donc, cette éducation esthétique, en fait, c'est l'idée de Michel Foucault. Michel Foucault considérait que, en tout cas, appelait chacun d'entre nous à faire de notre vie une œuvre d'art. Alors, c'est un challenge absolument énorme dans la façon d'être, dans la façon de s'exprimer, même dans la façon de s'habiller, dans la façon d'être avec les autres, etc. Je pense qu'il est probablement possible d'accéder à une forme d'esthétique du leadership à travers, par exemple, des prises de parole inspirantes, à travers une écoute réellement active, à travers un projet qui soit bien ficelé, qui soit clair, qui soit beau, pourquoi pas. On peut mettre de la beauté. Moi, j'aime bien cette expression, mettre du cœur à l'ouvrage. Quand on met du cœur à l'ouvrage, et je disais à mes directeurs de magasins chez Conforama, n'oubliez pas les femmes de ménage. Les femmes de ménage qu'on ne regarde pas, qu'on ne salue pas, qui font partie du décor. Mais si les magasins sont bien nettoyés, si le sol brille, si ça sent bon, les clients seront satisfaits. Donc, considérez les femmes de ménage. Donc, mettre de l'esthétique dans son leadership, c'est-à-dire, en gros, pour aller vite, un leadership qui allie le vrai, le beau et le bien, exemplaire également dans l'exemplarité, et qui tire l'homme vers le haut. C'est un défi énorme. Ah oui. Mais c'est encore une fois l'exemple même de l'utilité et de l'impact de ce réseau. C'est qu'à travers vos différentes interventions, on peut essayer en tout cas de s'en approcher, exact. Faire des regards sur l'art. Je pense à Pauline Ponce, Hélène Munier qui nous permettent de dire les choses différemment. On a une nouvelle experte aussi, c'est très intéressant, qui vient, Gabrielle Genier, qui nous explique en fait que la construction d'une entreprise, c'est à l'image d'une construction d'une œuvre d'art. Et elle prend l'exemple d'une cathédrale. Et effectivement, il faut considérer toutes les parties prenantes. Moi-même, je considère Aurélie qui me filme alors que c'est une petite main et qu'on ne la regarde pas, par exemple. Mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'il faut que toutes ces expertises permettent de tendre vers cet objectif qui effectivement est beau. Et on pourrait aussi parler, tu as parlé de Michel Foucault, on pourrait parler de Kant et de sa manière de définir le beau. C'est aussi très intéressant puisque tu fais notamment discuter la musique et la philosophie. Oui. Donc, c'est parfait. Je pense qu'il ne va pas falloir qu'on s'étende trop sur ces points-là parce qu'on pourrait faire des émissions d'une semaine ou de 15 jours.
Donc, en tout cas, c'est très intéressant parce que je pense, en tout cas, de te recevoir, c'est complémentaire de ce que tu peux amener dans le réseau. Une immersion dans une œuvre, mais ensuite comprendre l'impact de l'œuvre sur moi et sur mon rôle de dirigeant. Donc, alors, sur Beethoven, si je puis me permettre, hein, j'ai un module sur Beethoven, et là, on n'entre pas dans une œuvre en particulier. On essaye de voir en quoi il a innové, et donc le thème de l'innovation en art et en musique en particulier, et Beethoven a innové sans renverser la table. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on pense souvent qu'innover, c'est renverser la table. Non, il s'est inspiré de ses prédécesseurs et il est allé beaucoup plus loin. Il a ouvert d'autres chemins. Et puis aussi, le but de ce séminaire sur Beethoven, c'est de voir comment il a réussi par la musique à transmettre un message humaniste. Oui. Un message de paix, de joie, de fraternité, de liberté. Hein. Et c'est ça qu'on regarde. C'est pas une œuvre en particulier. C'est comment un compositeur, en gros, peut apporter un message humaniste à des chefs d'entreprise. Non, mais c'est ça. C'est vrai que tu fais bien de repréciser. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec toi, on a 3 niveaux finalement. À travers l'ouvrage, on a la communication des 2 mondes. Exact. Beethoven, c'est la représentation d'un artiste inspirant. Oui. Et ensuite, tu nous emmènes quand même dans des œuvres. On a aussi ce côté culturel. Bien sûr. Et qui peut être juste nourrissant à ce niveau-là. On découvre quelque chose, on redécouvre à travers le regard d'un passionné et d'un homme qui œuvre là-dedans aujourd'hui. Donc, c'est toujours très bien. Et tu viens de faire une transition qui est très importante et ça me permet de faire le lien avec d'autres intervenants. On a Maximilien Brabec, qui est d'ailleurs ton collègue de publication chez Mardaga, qui vient prochainement pour nous parler que finalement, innover, ce n'est pas retourner la table. Hein. On innove avec des choses qui sont déjà bien présentes. C'est juste une intention qui est différente. Et Nelly Labert également nous en parle très bien avec les mots. Alors, Eric, pour ce dernier temps, après ces enseignements très riches et intéressants, tu vas passer au grill des intervenants dans la librairie. Quelles sont les 3-4 œuvres littéraires, musicales, cinématographiques, finalement, peu importe, avec toi, je pense qu'on peut ouvrir les portes et sortir peut-être de l'écrit. Quelles sont les 3-4 œuvres qui t'accompagnent ou qui te définissent ou qui t'inspirent au quotidien ou depuis toujours ou peut-être prochainement? Je ne sais pas. Je te laisse la parole. Bien, il y a le livre de Bruno Lussato que je cite dans mon livre, qui s'appelle Décodage. Bruno Lussato était un des premiers, en fait, à introduire l'art dans les entreprises, chez Auchan, chez L'Oréal, etc. Donc, son ouvrage m'a beaucoup marqué. L'idée que le décodage, en fait, d'une œuvre d'art ne tue pas l'émotion. Au contraire, elle la renforce. Voilà. Alors après, il y a des grands classiques. Moi, je suis germaniste. Alors, je suis souvent plongé dans la lecture du Faust 1 et 2, qui est pour moi un classique absolu et un chef-d'œuvre, avec cette phrase qui clôture ce livre: « L'éternel féminin nous attire vers en haut ». Ça, c'est une phrase absolument sublimissime que Goethe écrit à l'extrême fin de sa vie. Et puis, bien sûr, aussi des livres plus strictement musicaux, comme par exemple la première grande biographie qui a été faite par Brigitte et Jean Massin sur Beethoven, justement, dans lequel ils insistent sur sa dimension profondément humaine. Je crois que Beethoven est un message pour nous tous, un message de courage, de volonté, de détermination. Et ça, c'est un livre qui m'a accompagné toute ma vie. Et puis, également, je lis actuellement le Roméo et Juliette de Tchaïkovski, parce que là aussi, il y a un lien, puisque cette pièce de théâtre de Shakespeare a inspiré de nombre de compositeurs, comme Berlioz et Tchaïkovski, et j'adore faire le lien entre la littérature et la musique. J'ai consacré, par exemple, une vidéo à Don Quichotte sur YouTube, où je fais le parallèle entre l'œuvre de Cervantes, je cite quelques chapitres, et ce qu'en a fait Richard Strauss, le compositeur allemand, un magnifique poème symphonique. Donc, croiser la littérature et la musique, et parfois même la peinture. Alors là, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant, de croiser les regards, les œuvres et les créateurs. Eric, merci beaucoup. Je vais peut-être te poser une dernière question, par curiosité. Est-ce que tu es en train de travailler sur quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as quelque chose en préparation ou un souhait? Oui, alors je suis en train de travailler d'arrache-pied à l'écriture d'un 3e livre chez Buchet-Chastel qui sortira donc en mars 2022, sur le compositeur autrichien Anton Bruckner, qui est un contemporain de Brahms et de Wagner. Et le titre de mon ouvrage, c'est une monographie, c'est Bruckner ou l'immensité intime.
Et c'est un concept que je suis allé chercher chez Gaston Bachelard dans la politique de l'espace. Et là encore, sans avoir lu Gaston Bachelard, j'aurais pas été capable d'écrire ce livre parce que c'est vraiment l'angle que je vais prendre. Et c'est passionnant de croiser justement les regards entre un grand penseur comme Gaston Bachelard et un immense philosophe comme un immense compositeur comme Bruckner. Eh ben, merci de cette info. Et en tout cas, ça donne envie. De toute façon, tu as les mots-clés, hein. Croiser les regards, croiser les domaines, croiser les sciences, c'est vraiment ce qui me semble être le plus intéressant. Et Cécile Falcon, qu'on salue, qui nous disait ça récemment par rapport à l'écriture théâtrale, où elle nous disait que la culture doit être dans nos vies quotidiennement, et toutes les cultures, et comme tu l'as bien dit, culture et art, c'est différent. Oui. En tout cas, faites-les communiquer. Et surtout, noyez-vous dedans. C'est très intéressant, important et utile pour tout le monde. Absolument. Parfait. Éric, merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, Romain. À très bientôt dans les clubs, dans le réseau, dans les événements qui, à mon avis, reprendront en présentiel, j'espère. À très bientôt dans une prochaine librairie où nous allons accueillir Joël Taris, très ancien du réseau aussi, qui nous emmène dans un roman qui reprendra les profils de diamants, les personnalités importantes du monde de l'entreprise. Éric, encore merci et à très bientôt. Merci Romain, bon après-midi, merci, au revoir.